Les controverses littéraires scientifiques. Épisode 1. Les deux cultures. Mais quel dommage que les scientifiques méprisent les littéraires et que les littéraires méprisent les scientifiques. Voilà, en 2 mots, le propos d'une célèbre conférence prononcée par Charles Percy Snow en 1959. Son titre, Les deux cultures, est devenu proverbial pour parler des rapports entre les humanités et les sciences. Il y a tellement de livres et tellement d'articles qui ont été écrits à ce propos qu'ils forment une véritable bibliothèque. One culture, les 3 cultures, pas de culture du tout. Comme le disait avec humour Charles Percy Snow, la seule chose qui n'a pas été critiquée dans sa conférence, c'est peut-être l'article défini du titre. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur cette conférence et sur les polémiques qu'elle a suscitées. Redécouvrir cette histoire, on le verra, c'est se donner les moyens de mieux penser la place des sciences et des humanités de nos jours. 2 cultures, une scientifique, une littéraire. L'inventeur de cette expression, Charles Percy Snow, est justement passé d'un domaine à l'autre. En 1932, alors qu'il travaillait comme scientifique à Cambridge, il publie dans Nature un article sur la photochimie et les vitamines. Mais celui-ci est réfuté, et Snow se retire alors de la recherche pour devenir un homme public, chargé de missions gouvernementales et auteur de séries romanesques comme Strangers and Brothers. En 1959, Snow questionne depuis plusieurs années la frontière qui sépare les humanités des sciences. Un article daté du 6 octobre 1956 s'intitulait déjà « Les deux cultures » et la préface de son roman « The Search », réédité en 1959, évoque, elle aussi, ces deux cultures qui n'ont presque aucun contact entre elles. C'est pourtant bien la conférence du 7 mai 1959 que la postérité a retenue. Ou plutôt, c'est la première moitié de cette conférence, celle intitulée justement « Les deux cultures ». Snow y décrit ce qu'il appelle un schisme dans la culture occidentale. Les littéraires et les scientifiques se tourneraient le dos en se méprisant cordialement. Snow illustre ce mépris mutuel par un exemple resté célèbre. Les scientifiques, ces pauvres ignares, n'auraient même pas lu Shakespeare, tandis que les littéraires, ces prétentieux, n'auraient pas la moindre idée de ce qu'est la deuxième loi de la thermodynamique. Parmi toutes les différences qui opposent ces deux mondes, Snow pointe leurs rapports respectifs au futur. Car pour Snow, les scientifiques sont naturellement tournés vers l'avenir, qu'ils espèrent améliorer grâce à la technique, tandis que les écrivains auraient selon lui une conception plus fataliste de l'existence, qui aurait poussé les grandes voies de la modernité littéraire, comme Yeats ou Pound, vers des régimes politiques conservateurs. La conclusion de Snow est simple, il faudrait que les élites politiques soient, en priorité, formées à la science. C'est sur cette première partie de son discours que se sont focalisés les débats. Le 28 février 1962, un critique littéraire de Cambridge, Frank Lewis, lance les hostilités par une tribune frôlant l'injure, publiée ensuite dans le Spectator du 9 mars. La violence de ce texte suscite une vague d'indignation qui contribue à imposer l'expression « les deux cultures ». De manière sans doute plus constructive, cette conférence a poussé la critique littéraire à s'intéresser de plus près à la science. Il en est sorti de nouvelles manières de lire les grands textes littéraires, comme l'épistémocritique, qui étudie la présence des savoirs scientifiques dans la littérature. Michel Serres avait ouvert la voie avec Feu et signaux de brume, un essai dans lequel il étudie la présence, tiens donc, de la thermodynamique dans les romans de Zola. On pourrait d'ailleurs aller plus loin dans cette manière amusante de réfuter Snow par ses propres exemples. On sait aujourd'hui que la thermodynamique, qui est l'opposé à la littérature, a été théorisée par l'ingénieur Sadi Carnot, lequel, ironie du sort, était justement un savant féru de littérature. On ne voyait sur sa table que Pascal, Molière ou La Fontaine, rapporte son frère. Une autre piste de recherche ouverte par la conférence de Snow est l'existence d'une troisième culture, qui pourrait être la sociologie, selon une idée développée par Wolf Lepenis, mais que Snow avait esquissée lui-même dans sa conférence. Ces différentes réactions sont passionnantes, bien sûr, mais elles ont tout en commun d'avoir oublié quel était le véritable propos de la conférence de 1959, propos développé dans sa troisième partie, intitulée « Les riches et les pauvres ». Oui, les riches et les pauvres. Car la distinction entre littéraire et scientifique, devenue si célèbre depuis, ne servait, à l'origine,
qu'à introduire des considérations géopolitiques sur les inégalités mondiales. Snow est persuadé que le tiers-monde va se développer dans le futur grâce aux apports de la science. À ses yeux, il faut donc que la Grande-Bretagne se positionne avant l'URSS pour tirer profit de ces évolutions imminentes. Prononcé au plus fort de la guerre froide, entre le mur de Berlin et les missiles de Cuba, cette conférence est bien de son époque. Et si Snow insiste autant sur l'importance de former les élites à la science, c'est peut-être avant tout pour que celles-ci soient capables de remporter cette guerre d'influence. Ce sont alors les silences de la conférence qui deviennent signifiants. Comment pouvait-on, par exemple, affirmer sans nuance que la science était tournée vers un avenir radieux au plus fort de la menace nucléaire ? Le choix de ces exemples littéraires est tout aussi significatif. Dans l'article de 1956, ce n'était pas Shakespeare qui symbolisait la littérature face aux lois de la thermodynamique, mais Balzac et Tolstoï. Si Snow a corrigé ce passage, c'est peut-être parce que Tolstoï, inspirateur de Gandhi, et Balzac, revendiqué par les marxistes, venait justement contredire son message politique selon lequel c'est la science et non la littérature qui permettra de résoudre les problèmes du tiers-monde. Au fond, cette opposition entre scientifique et littéraire masque en très grande partie le problème auquel Snow entendait répondre, les inégalités mondiales. Comme l'a très bien dit le critique Lionel Trilling en 1962, pendant que nous discutons du mérite relatif d'un souverain éclairé par la science ou d'un souverain éclairé par la littérature, la vraie politique, elle, suit son cours, dont l'un des aspects est une résistance massive à la raison. Méfions-nous donc chaque fois que nous opposerons, désormais, les humanités aux sciences. Car ces deux activités intellectuelles feraient sans doute bien mieux de faire front commun au lieu de se disputer la prééminence. Depuis 1959, les inégalités mondiales n'ont guère diminué. Mais les pays du Sud ont acquis leur indépendance. Et c'est du Sud que viennent aujourd'hui les propositions les plus stimulantes pour remplacer les deux cultures. Estimant que les approches post-coloniales ont transformé l'opposition des deux cultures en une diversité de configurations des savoirs, le sociologue Boaventura de Sousa Santos propose ainsi de parler plutôt maintenant d'une écologie des savoirs, soit un cadre dans lequel les savoirs pourraient collaborer entre eux pour faire émerger de nouveaux mondes. Savoirs scientifiques, savoirs littéraires, mais aussi savoirs artisanaux, philosophiques, pratiques militantes, marcheraient de concert. Cette écologie des savoirs reflèterait bien mieux nos identités plurielles que l'opposition des deux cultures. À la question « Vous considériez-vous plutôt scientifique ou littéraire ?», près de la moitié des personnes interrogées ne savent pas quoi répondre. Si l'on veut construire une société accueillante, où tout un chacun pourrait contribuer au savoir, c'est donc bien à la page des deux cultures qu'il faut commencer par tourner.